J'ai des patients qui ont réussi à arrêter l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, mais qui ont du mal à arrêter le cannabis. Alors que le cannabis, c'est parfois plus facile à arrêter que le reste. Quand une personne boit, il y a 5 trinques autour. C'est très dur d'avoir un parent, un ami qui boit et on a le sentiment qu'on peut rien pour lui. Alcool, cannabis, cocaïne, cigarettes, médicaments, écrans, sucre, parfois j'ai l'impression qu'on est cerné par les substances et les objets addictifs. Personnellement, je me questionne beaucoup sur mon temps d'écran ou sur ma consommation d'alcool, par exemple. Mais ça veut dire quoi, être addict, et est-ce qu'on n'est pas un peu tous accros à quelque chose ? La consommation de cocaïne en France explose. Faut-il arrêter le sucre ? Le scrolling s'est invité dans nos vies, devenant même une addiction pour les plus jeunes, mais pas seulement. En fouillant le sujet, j'ai lu des choses vraiment contradictoires et je voulais faire le point sur la question, alors j'ai invité Amine Benyamina, il est psychiatre et spécialiste en addictologie. Bonjour Amine Benyamina. Bonjour. J'ai 30 ans, j'habite en ville, je sors régulièrement et en fait avec mes amis, il y a une discussion qui revient de plus en plus. On parle beaucoup de notre rapport à l'alcool, on parle de pourquoi on boit et on se demande si des fois on n'est pas un peu dépendant à l'alcool. À partir de quand on est vraiment dépendant ? Vous avez raison de vous poser la question parce que c'est pas simple. Ce n'est pas à partir de quand et à partir de quelle quantité, parce que souvent on pense que la dépendance est la quantité d'alcool ingérée ou voilà. On est dépendant lorsque on ne peut pas se passer de cette consommation, même si c'est une petite quantité. On est dépendant lorsque on ne pense qu'à ça et lorsque cette consommation d'alcool devient le cadre à partir duquel on construit sa journée ou bien sa semaine. Et on est encore plus dépendant lorsque on a des choses qu'on a longtemps investies, qu'on désinvestit pour la consommation de l'alcool. Et dernier point, on est dépendant lorsqu'on arrête de consommer de l'alcool, on a des signes de manque physique et psychologique. Vous voyez, c'est plusieurs escaliers que l'on franchit, que l'on monte pour devenir vraiment dépendant. La dépendance à l'alcool, c'est la rencontre entre un produit, l'alcool, un environnement, la jeunesse, l'urbanité, le quartier, mais pas que. Ça peut être aussi la guerre, ça peut être aussi un problème économique et une personnalité, vous, un garçon, ou bien une personne plus ou moins vulnérable, je suis anxieuse, je suis pas anxieuse. Tout ça constitue finalement le terreau dans lequel la dépendance s'installe. C'est quoi justement la dépendance ? En fait, quand on parle d'addiction, de quoi on parle très concrètement d'un point de vue médical ? Parce Excellent. Que ça veut un peu tout et rien dire, j'ai l'impression. C'est une très bonne question parce qu'on confond la dépendance avec l'addiction. Je prends un exemple. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. La dépendance est dans l'addiction. On peut être dépendant d'un produit parce qu'on n'a pas trop le choix, sinon on meurt. Vous êtes diabétique, vous êtes dépendant de l'insuline. Vous avez des douleurs, on vous a donné des médicaments qui vous ont rendu dépendant, vous n'êtes pas pour autant addict. Alors l'addiction, on a compris que d'abord, c'était une modification de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre dans le cerveau. On l'a identifié, ce qu'on appelle le système de récompense. Ce sont des zones dans le cerveau qui vont être modifiées soit par la prise d'un produit, ça par un comportement. Et ce système, il est très sensible. Finalement, lorsque vous arrêtez de consommer, il va vous envoyer des signaux. C'est le signe de manque, c'est l'anxiété, c'est l'insomnie. À partir de ce système de récompense qui est modifié, il y a tout un nuage autour de ça qu'on appelle le comportement. Votre comportement change. Vous êtes à la recherche du produit, vous y pensez, ce qu'on appelle le craving. Vous avez des pensées qui vous obsèdent à l'idée de consommer. Et vous êtes sensible à un certain nombre d'environnements autour de vous. Vous voyez une bouteille, ça vous fait penser à l'alcool. Vous avez de la musique, des amis, une cigarette qui vous fait penser à l'alcool et l'alcool vous fait penser à la cigarette. Cet écosystème, finalement, fait que vous êtes addict. C'est multifactoriel. Alors que la dépendance, c'est un petit coin de l'addiction. Tout ce que vous avez cité, ces manifestations de ces cravings et ce besoin en fait d'aller consommer la substance, c'est des signes qui doivent nous alerter, par exemple, en fait, parce que la grande question, c'est comment on se rend compte qu'on est dépendant, qu'on a une addiction. En fait, c'est pas si facile que ça. Non, vous avez raison, c'est pas si facile parce qu'il y a un mécanisme que l'on met en place quand on est dans l'excès, c'est ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire on part du principe qu'on ne consomme pas tant que ça. Mon copain, ma copine consomme plus que moi, il n'est pas si malade que ça. Donc là-dessus, c'est ce qui ralentit et retarde de beaucoup la prise de conscience. Et c'est votre entourage qui peut vous aider à prendre conscience. Vos parents, vos amis. Et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que je vous ai parlé du système de récompense, mais sur le plan physique, le physique change aussi. Il s'adapte à l'agression que vous lui infligez par la consommation de l'alcool, si on prend l'alcool. La cirrhose du foie, la prise de poids, la rougeur, tout ça. C'est des signes aussi avant-coureurs. Des signes sur lesquels on peut établir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Est-ce qu'on peut guérir une addiction ? Oui. Alors, la guérison, c'est un peu la grande question. On a l'impression, évidemment. Souvent les personnes d'ailleurs qui ont arrêté de boire parce qu'elles étaient alcooliques, elles disent on est alcoolique toute sa vie. Oui, alors je comprends. L'addiction est une maladie chronique. Les maladies chroniques, on n'en guérit pas vraiment. Petit à petit, on finit par être en rémission tout le temps.
et puis on arrive finalement à compenser les dommages qui se sont installés. Donc la guérison dans la bouche d'un addictologue comme moi, c'est le fait d'avoir dépassé au moins 1 an, voire 1 an et demi sans consommer et qu'on se retrouve à être de nouveau fonctionnel. En revanche, il faut rester vigilant dans le coin de son cerveau parce que moi j'ai eu des patients qui sont restés très longtemps abstinents et à la faveur d'un événement parfois banal, ils se remettent à boire et ils se remettent à boire comme avant. Donc, en cela, c'est vrai qu'on peut dire qu'on guérit jamais, mais qu'on est tout le temps abstinent. C'est un équilibre précaire, en fait. Et puis, vous devez être soutenu régulièrement et ne pas perdre de vue. Lorsque la dépendance s'est installée, elle imprime définitivement les circuits de la mémoire et du corps. Et puis, à un moment ou à un autre, il faut être vigilant pour que ça ne revienne pas. Là, on a beaucoup parlé de l'alcool, oui, notamment. Mais est-ce que toutes les addictions fonctionnent de la même façon? Je veux dire, est-ce que c'est la même chose d'être alcoolique ou d'être complètement addict au cannabis, par exemple? C'est la même chose, mais on a un degré, finalement, d'impression sur le système de récompense qui est plus ou moins élevé en fonction du produit. Mais parfois, il y a un élément qui change tout, c'est votre sensibilité à ce produit. Oui, moi, j'ai des patients qui ont réussi à arrêter l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, mais qui ont du mal à arrêter le cannabis, alors que le cannabis est parfois plus facile à arrêter que le reste. Donc c'est très propre à chacun, en fait. Absolument. Mais on a quand même un classement. En haut du haut, il y a l'héroïne, mais bon, l'héroïne est moins présente que le cannabis ou l'alcool. On a l'héroïne, le tabac, qui fait beaucoup de morts, qui est puissamment addictogène. Ensuite, on a l'alcool. Ensuite, on a les médicaments. On oublie les médicaments, les benzodiazépines, certains médicaments. Et puis, en bas, on a le cannabis. Est-ce que vous, justement, en consultation, vous pouvez établir les addictions que vous voyez revenir le plus? Par exemple, vous avez parlé de la cigarette, du tabac et de l'alcool. Est-ce que c'est un peu les deux grandes addictions que vous retrouvez? Alors, ils sont toujours en tête. Mais on a quand même des phénomènes qui sont inquiétants, qui sont en train d'arriver, comme les psychostimulants avec la cocaïne, le crack. On a aussi tous les produits synthétiques, comme les catinones, vous voyez, les fameux produits qu'on utilise dans le chemsex, c'est-à-dire, ça, c'est les produits de synthèse. Ils sont d'autant plus inquiétants qu'ils sont faciles à produire, pas chers, et qui arrivent à la maison amenés par le Père Noël, pratiquement. C'est toute la tendance qui s'est développée en ligne. Et ça, c'est une évolution que vous avez vue? Je la vois à la fois sur les statistiques, mais aussi en clinique. On a aussi la kétamine qui devient très à la mode. On a des phénomènes de mode qui viennent challenger le trio de tête. Tabac, cannabis, alcool. On réagit pas tous de la même manière aux différentes substances. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est vraiment pas tous égaux, en fait, face aux addictions? Non, on n'est pas tous égaux. C'est une question de chimie, c'est quoi? C'est une question de conformation biologique et psychologique. On n'est pas tous égaux. Et puis, on a aussi parfois des profils de famille ou bien de fratrie qui sont sensibles. Alors, sans génétique, sans rien, c'est comme ça. Il y a une sensibilité. Il y a aussi des traits de caractère qui facilitent le contact au produit. Des profils sur le plan du caractère comme des chercheurs de sensations, des personnes qui aiment bien faire des expériences, qui aiment bien la nouveauté. Ça, ce sont des traits qui exposent à l'expérimentation et qui rendent les personnes moins vigilantes, moins prudentes. Voilà. Et donc, tout ça s'imbrique. Il y a à la fois la biologie, la psychologie et puis l'environnement. Si vous avez les deux aspects biologiques et psychologiques, mais jamais vous ne rencontrez un produit, vous ne serez jamais dépendante à quelque chose qui n'existe pas que vous n'avez pas sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous disiez justement, on a des nouvelles substances qui arrivent et qui sont quasiment partout, y compris notamment, je pense à la cocaïne qui était pendant très longtemps considérée comme une substance très urbaine. Complètement. Vous avez répondu à la question. La cocaïne qui est devenue d'excellente qualité, entre guillemets, très pure, avec des quantités monstrueuses qui déboulent sur l'Europe et sur le monde, forcément, au bout du bout, vous avez plus de gens qui consomment. Vous avez évoqué la génétique. Est-ce qu'il y a une part de génétique dans l'addiction? Il y a une part de facteurs génétiques, mais il n'y a pas de gène de l'addiction. On a des marqueurs, on a des prédispositions, des marqueurs. On a aussi des interactions, ce qu'on appelle gène-environnement, qui exposent un peu plus à la consommation et parfois même à la décompensation psychiatrique. Alors, ce qu'on appelle les pathologies duelles, parfois on peut avoir des gènes comme ça qui peuvent prédisposer, mais à eux seuls, ils sont pas en capacité de. Mais avec d'autres facteurs qui se rajoutent, on peut avoir ce type de problématique qui s'installe. Ça veut dire que si on a deux parents qui sont sont addicts et qui connaissent ça, qui consomment certaines substances, on a plus de chances, nous. On peut avoir plus ce qu'on appelle l'héritabilité, elle peut jouer. Okay. Alors d'autant plus quand il s'agit de pathologies psychiatriques. Si on a deux parents, par exemple, qui ne sont pas consommateurs, mais qui ont, par exemple, une problématique psychiatrique, l'un des deux ou les deux à la fois, et on est consommateur de cannabis, on peut déclencher des maladies psychiatriques graves
parce qu'on a cet aspect. Ça n'est pas suffisant, mais c'est un facteur qui pèse. Est-ce qu'il y a des spécificités selon le genre, notamment les hommes et les Oui. femmes? Parce que moi, j'entends beaucoup parler ces derniers temps, ces dernières années, de l'alcool chez les femmes, notamment. Oui. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous, Oui, on le voit beaucoup. vous observez? Complètement, vous avez raison. Longtemps, les hommes étaient très loin des femmes sur l'ensemble des drogues. Mais les femmes sont en train de rejoindre, mais elles sont encore derrière. Vous avez pris l'exemple de l'alcool chez la femme. La consommation d'alcool chez la femme est très, très, très délétère parce que pour une quantité consommée, les femmes développent plus vite des addictions et plus vite des maladies liées à l'alcool. Des cancers, le cancer du sein, par exemple, est lié à la consommation, beaucoup lié à la consommation d'alcool. Alcool, cigarettes, cannabis, cocaïne. On a aussi, moi j'entends parler du sucre, des Oui. écrans. Est-ce qu'on n'est pas finalement plus à risque d'être addict aujourd'hui plutôt qu'hier? Parce qu'en fait, on fait face à... Il y a un nouveau produit dont je peux être dépendante qui arrive quasiment Ouais. tous les 3 mois. C'est pas faux, simplement ça s'est transformé. Le sucre a toujours existé, Ouais. les écrans non. Vous avez raison, les addictions comportementales, c'est vraiment quelque chose de récent. Mais ça, vous, en tant que médecin, par exemple, l'addiction aux écrans, pour vous, c'est quelque chose. C'est quelque chose que vous observez. Alors, je l'observe évidemment dans ma patientèle. Alors, le mot addiction aux écrans est impropre parce que c'est pas complètement admis par la communauté scientifique et dans la critériologie, mais on a quand même des problématiques liées à l'hyperconnexion. C'est une réalité. Avec des sevrages, avec des situations de difficulté, notamment chez les enfants et les adolescents. C'est une réalité. C'est arrivé, il faut faire avec. Et puis c'est un produit qui s'est imposé à nous, quoi. Je veux dire, vous imaginez une vie sans écran, c'est plus possible. Et derrière ça, il y a toute une stratégie algorithmique portée par les plateformes et les annonceurs. Qui viennent justement cibler le système de récompense, en fait. Complètement, c'est exactement ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des chimistes et des neurobiologistes en puissance qui viennent vous proposer à la fois des contenus dont la tonalité, le style et puis le contenu vous parlent. On est sur un système qui a compris comment déclencher l'envie et comment maintenir l'envie et par la suite rendre dépendants les personnes avec des contenus. Et ensuite, une fois que vous êtes dépendant, les annonces viennent et vous devenez à votre corps défendant un produit d'appel, voilà, financier. Est-ce qu'on peut vivre sans addiction? J'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est tous un petit peu addicts à quelque chose. Pas vraiment. Non? On n'est pas tous addicts, mais on a des plaisirs et qui nous cantonnent dans une envie répétée. Elle est là la difficulté, je trouve, Ouais. en fait, de faire le distinguo entre ça me fait plaisir, c'est ma passion, et je suis complètement addict. Eh ouais, j'y venais. La différence, elle est simple. C'est la souffrance derrière. C'est la maladie, c'est le pathologique. Je peux avoir une passion pour la radio, la télé, la musique, et je suis tout en dessus, mais je n'en souffre pas. Je n'ai pas de dommages liés à ma passion. C'est ça qui fait la différence. Alors, l'addiction, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une balade. Les gens qui disent je suis addict à ceci, cela, non. Ça fait plaisir de le dire. Mais en vérité, l'addiction, c'est de la souffrance, c'est de l'isolement, c'est des problèmes, et c'est des conséquences graves. Ce n'est pas le cas d'une passion. Aujourd'hui, dans les films et les séries, on voit plus vraiment de gens fumer des cigarettes parce que ça a un peu disparu de nos écrans. Ouais, c'est En interdit aussi. revanche, il y a eu une petite forme de banalisation du petit joint ou du cannabis. Ça peut avoir une influence aussi sur, en termes de société, la consommation des gens. C'est interdit aussi, mais on a un sentiment d'impunité et de tendance, oui, complètement. Alors, d'ailleurs, ça a participé beaucoup à l'oubli que le joint est un produit interdit. Et les stéréotypes véhiculés, puis les images véhiculées dans les médias jouent aussi comme un effet de tendance. Et là-dessus, il faut être très vigilant. Il y a aussi des placements de produits, attention. Il y a de la pub cachée. Par exemple, il y a les psychostimulants vendus comme les boissons énergisantes, tout ça. Alors, ce sont des produits qui ne sont pas spécialement bons pour la santé, peuvent faire l'objet d'une tendance, d'une mode. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faut être il faut observer la société dans laquelle on évolue. Vous avez raison, complètement, notamment sur les réseaux sociaux. Donc les addictions, ça peut aussi aller et venir un petit peu en fonction des effets de mode, c'est-à-dire que vous allez retrouver des patients qui sont addicts à telle ou telle substance, et puis pendant un moment, vous en aurez moins, parce que plus là, personne... je prends un exemple. Je ne sais pas si la question va venir, mais je prends un exemple. Il y a une addiction qui s'est installée, qui est en train de faire des ravages, c'est le protoxyde d'azote, le gaz hilarant. Après plusieurs années de consommation, on a les dommages qui s'installent. L'addiction, le fait d'être dépendant, et puis les effets sur le corps.
On a des jeunes, pas plus vieux que vous, qui viennent en chaise roulante parce qu'on a des dommages s'installer, parce que c'est toxique sur le plan neurologique. Voilà. Donc, Oui, on ça a vu fait- passer d'ailleurs des images sur les réseaux Complètement. sociaux de Ce qui est vrai. jeunes qui disent regardez dans quel état je Il y a me retrouve. quelques années, c'est pas ce qu'on voyait. Ce qu'on voyait, c'était des jeunes en train de tirer sur les ballons de baudruche. Ils étaient contents, ils riaient. On ne voyait que le côté festif. Maintenant, on voit les dommages qui s'installent 5-6 ans après. Voilà une C'est intéressant. évolution. Une Sur les évolution effets de qu'on mode. a vécue, vous et moi, en direct. Quand on parle d'addiction, on incrimine sans cesse le consommateur, où on dit en fait c'est une question de volonté, il faut que t'arrêtes, alors que j'ai l'impression que tout ce qu'on se dit depuis le début de cet entretien, c'est que c'est pas si individuel que ça, Non. en fait. Là, Vous c'est l'avez vraiment dit, il y a complètement. l'environnement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Culpabiliser un consommateur ou une personne malade, c'est peine perdue parce que d'abord, vous allez l'isoler encore plus et deuxièmement, ce n'est pas efficace pour qu'elle arrête de consommer. Dans une démarche de soins, c'est la motiver à changer. C'est ce qu'on appelle, nous, l'entretien motivationnel. Et au fond, finalement, ça serait bien d'avoir une politique publique qui s'inspire de ce qu'on fait dans le cabinet. Et la culpabilisation n'a jamais marché. C'est toujours comme ça en matière d'addiction, parce que c'est du déconditionnement, et c'est de l'empathie et c'est l'accompagnement. Ça consiste en quoi un entretien motivationnel, par exemple? Si C'est demain assez je viens simple. vous voir, Complètement. Alors, vous venez parce qu'on vous a demandé de venir me voir. Rarement les personnes Oui. dépendantes viennent. Ou alors, vous avez des dommages qui commencent à s'installer. Ok. Un problème somatique, vous avez été viré de votre boulot, votre conjoint, votre femme vous demande de vous soigner sinon il vous quitte. Donc, il y a quelque chose, il y a un déclencheur. Mais quand vous venez, vous êtes très ambivalente. Vous avez autant envie d'arrêter que de continuer parce que ça vous coûte de changer. C'est pas facile de changer. Quand on est habitué, quand on a modifié son système de récompense et que le cerveau et le corps attendent tous les jours sa dose d'alcool, c'est compliqué. Donc il faut qu'on arrive à trouver ensemble une capacité à modifier, à changer, pour que vous puissiez vous-même, maîtresse de votre destin, à être en capacité de. Et ce n'est pas la volonté, ça, c'est la motivation. Et pour ça, en discutant, en vous renvoyant un peu vos contradictions, vous avez des objets, vous accrochez sur des objets de motivation. Et c'est comme ça que on vous propose ensuite des stratégies thérapeutiques en fonction de votre degré de motivation sur une échelle de 1 à 6. il y a quelque chose dont je trouve qu'on ne parle pas assez, en fait, quand on parle d'addiction, c'est de l'impact que ça a sur la vie de notre entourage, la vie des proches, notamment qui peuvent accompagner une personne qui est addicte. Est-ce que vous, vous en voyez des proches en tant que médecin? Vous accompagnez des personnes addictes? Est-ce que vous échez aussi avec les proches de vos patients? Ça fait partie du soin. Ça fait partie du soin. Quand quelqu'un vient en consultation, il est souvent accompagné. Il n'est pas forcé de vous présenter la personne qui l'accompagne. Moi, je pose la question, c'est qui? C'est ma femme, c'est mon mari, c'est des amis. Est-ce que ça vous ennuie si je les fais rentrer? Ça vous donne d'abord une dimension qu'il est incapable de vous donner, celui qui vient vous voir. Et puis, vous arrivez à avoir un échantillon de son étayage et de son environnement. On n'est pas obligé. On ne pousse pas les personnes qui accompagnent à porter la personne qui est malade. Mais ça nous donne un espace. Et sinon, on a des personnes qui sont là et qui soutiennent. Les tiers jouent un rôle extrêmement important. Soit ils aident vraiment, ils aident, mais on les aide à aider, soit alors elles enfoncent parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et donc là-dessus, le rôle des soignants et des équipes est très important. Et puis on a une nouvelle génération d'aidants. Ce sont des patients qui ont été eux-mêmes, qui aident, ce qu'on appelle les patients experts, et ce sont des personnes qui maintenant sont dans les services de médecine, dans les cabinets, et qui ont vécu cette expérience de la consommation et qui ont un discours qui est crédible vis-à-vis de celui qui vit ça. Et ils jouent un rôle extrêmement important, les TH. Vous parliez de la souffrance, forcément, qui vient avec l'addiction. Chez les proches et les aidants, justement, des personnes qui ont une addiction, il y a de la souffrance aussi, en fait, souvent. Parce que... Évidemment, elles subissent, ouais. Ou elles ont de la peine. Il y a une phrase qui dit que quand une personne boit, il y a 5 trinques autour. C'est très dur d'avoir un parent, un ami qui boit et on a le sentiment qu'on peut rien pour lui. Et tout vient, qui a bu boira, il changera pas, il ment comme un buveur. Vous voyez, ça c'est terrible. Et la souffrance, elle est partagée, hein, vraiment. Lorsque vous voyez les personnes autour et qui vous ramènent toujours la personne avec plusieurs tentatives d'arrêt, ça marche pas. Et avec parfois des drames au bout, avec des morts, des décès, des handicaps, des accidents. C'est ultra important d'avoir ça en tête. Et on oublie, hein, on a des millions de consommateurs en France, et autour de ça, il y a des millions de personnes qui souffrent de la consommation de ces millions de consommateurs. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en place? Parce que des fois, c'est vrai que
il y a des personnes qui peuvent raconter, se sentir très seules, avoir des sentiments de culpabilité qui sont énormes. Ouais. C'est déjà le cas. On a des groupes de parole, on a Pour les proches, du pour coup. les proches, des associations d'enfants de parents ou de consommateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Pas assez, parce que il y a un frein terrible, c'est la honte, la culpabilité, l'opprobre, la Y stigmatisation. compris les proches, en fait, pas que Bien la sûr, personne qui... complètement. Quand vous avez un conjoint, un frère, un père, une mère alcoolique ou toxicomane, vous ne pouvez pas en parler. La société vous juge très vite. Et donc, forcément, les gens ne parlent pas, elles sont isolées. Et puis, l'occasion leur est donnée, sans être jugé, d'en parler, vous sentez qu'il y a un soulagement. Oui, j'ai un conjoint qui a des problèmes d'alcool. C'est terrible. Il y a un jugement de la part de la société, même si on s'en défend. Il est étonnant ce jugement parce que j'ai l'impression que l'addiction, ça touche quand même énormément Tout de le personnes monde. en France. Ça, c'est le grand déni national. Ça. Qu'on soit directement touché ou Ouais. que ça touche du Ouais. coup un proche. Et il y a du jugement sur quelque chose qui touche Et oui, c'est la terrible. majeure ça. partie de la C'est population. Complètement, c'est la grande contradiction. C'est le déni national. Voilà, c'est comme ça. Il y a un vrai déni. Tout le monde est concerné, mais quand il s'agit de prendre des mesures et les partager de manière transparente, ça marche pas. Vous, c'est quoi un peu les conseils que vous peut-être donnez à des proches de personnes addictes Ne restez pour pas les seul. accompagner? Ne vous sentez pas isolé. Consultez sur Internet les associations, des plateformes. Allez sur les forums. Parlez au médecin de famille. Soit il est un partenaire rapide, soit s'il l'est pas, il finira bien par comprendre que vous êtes dans le désarroi. Il n'y a pas de honte à parler d'une problématique qui concerne beaucoup de Français. D'ailleurs, depuis peu, on parle beaucoup de la souffrance mentale, des maladies psychiatriques, pas assez d'addictos. Ça viendra. Si c'est vous qui le faites, eh bien, ça nous permettra, nous aussi, de nous greffer dans la 2025-2026, année de la santé mentale. Santé mentale, dans la santé mentale, il y a la santé addictologique aussi. Il y a une question qui me taraude, c'est pourquoi j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à mettre en place de vraies politiques de santé publique Oui. en matière de prévention sur les addictions. Et pourquoi on n'y arrive pas? Et parce qu'il y a une confusion entre une maladie et un délit, finalement. Vous avez une société qui voit des gens souffrir, mais qui, inconsciemment, elle les condamne parce que ils transgressent la société, ils mettent en péril finalement le lien social par la consommation de produits interdits ou alors d'un produit qu'on appelle l'alcool, qui est le sport national. L'alcool, c'est le sport national? Quand même, la France, c'est un pays qui a un grand problème avec l'alcool, hein, la réalité. Et donc, on est sur une confusion finalement des profils et des représentations liées à cette maladie. C'est une vraie maladie dont on a parlé tout à l'heure sur les ressorts neurobiologiques, qui entraîne des dégâts sur la personne et sur l'environnement et sur les familles. Et il faut l'appréhender comme tel. Et à côté de ça, l'addiction, c'est un délit. Il y a des trafiquants, tout ça. Il faut les punir, il faut éradiquer cela. Et donc, choisir l'un contre l'autre ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que la jambe sécurité, société marche avec la jambe soins et prévention. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas complètement le cas. Vous disiez que c'est un sport national, l'alcool. On boit trop en France. On boit trop. Alors, les jeunes boivent un peu moins, mais Oui. ils restent quand même sur des API, sur des consommations élevées. Mais on boit un peu moins qu'avant, mais ça reste un gros problème en France. Mais on parlait justement de politique de prévention de santé publique. Quand je vois des pubs pour l'alcool, il y a effectivement à consommer avec modération, tout ça. Mais à côté de ça, on se rappelait des propos comme le vin n'est pas un alcool comme les autres. On a un Il y problème. a un peu cette question de la culture française, notamment c'est autour du vin particulièrement. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à faire de la prévention qui soit efficace? Vous avez tout dit. On a affaire à un produit il est co-substantiel de notre identité. Le vin, tout ça. On aime nos agriculteurs, on aime notre culture, on l'exporte, c'est important. On a aussi des lobbies au sein de la représentation nationale et même au sommet de l'État. Et donc, une vraie politique pragmatique qui ne remet pas en cause les acquis, elle est toujours un peu empêchée. Elle est empêchée par le délit. La dénormalisation n'est pas encore le cas pour ce qui est de l'alcool, ça l'est pour le tabac. Et ce qui fait que on est un peu timoré pour mettre en place une vraie politique efficace en matière de prévention qui, en aucun cas, ne doit détruire finalement notre culture, ni notre identité, encore moins notre agriculture. Donc là-dessus, il y a un effort qui doit être fait par les politiques. Et vous qu'est-ce l'avez dit. qu'ils pourraient faire, par exemple? D'abord, mettre des taxes sur les alcools pas chers pour éviter que les jeunes n'en boivent. Faire des vraies campagnes généralistes sur l'alcool et non pas des campagnes spécifiques. Ça, c'est important. C'est un vrai travail qui n'est pas fait.
et qui devrait être fait. Par exemple, on peut augmenter le pictogramme de la femme enceinte pour éviter les risques pour les enfants à naître chez les femmes qui consomment de l'alcool. On ne le voit pas suffisamment, alors qu'il est partout, mais il est microscopique. Donc il y aurait un manque de volonté politique, C'est pas un manque, c'est un choix politique, avec quand même un lobby du vin et de l'alcool en général qui est bien organisé. Voilà, dès qu'un texte arrive, il est détruit avant même qu'il n'arrive au vote. Bon, voilà, là-dessus, on a suffisamment dit, on le répète. Mais quand on voit les dégâts et combien ça coûte, on a intérêt à faire un minimum pour avoir un maximum. Je fais partie d'une génération, en tout cas, on continue de boire, mais on se questionne. J'ai l'impression qu'en tout cas, peut-être les personnes de ma génération, j'ai l'impression qu'on boit moins que nos aînés. Oui, vous buvez moins que les aînés. Mais que forcément. peut-être on se tourne vers d'autres substances, du coup. Alors, c'est ce que j'allais dire. Moins d'alcool, mais vous êtes ouverte, pas vous en général, votre génération, à des expériences différentes, nouvelles, à des drogues de synthèse, et vous êtes quand même la cible d'un nouveau type de consommation. Là aussi, il faut être vigilant. Et c'est peut-être quelque chose aussi qu'on n'a pas dit, mais du coup, c'est vrai que l'addiction, ça concerne tous les âges. Alors, tous les âges, je vais finir par ça, si vous êtes d'accord. J'ai découvert récemment que les personnes âgées étaient de plus en plus addictes aux écrans. Vous voyez, j'aurais jamais pensé à vraiment une addiction, avec un risque lié au fait de ne pas voir leur... Qu'est-ce que vous entendez par personne âgée, pour avoir une tranche d'âge? Après 65 ans, il y a des études qui montrent qu'ils deviennent de plus en plus addicts. Ils ont été ciblés et victimes des algorithmes, comme vous et comme tout autre âge. C'est pas que les jeunes. Personne n'est à l'abri. Je vous remercie. J'en prie.